Nous étions mariés depuis 7 ans. Cette année que je considérais comme les meilleures de ma vie. C'étaient des années pleines de sens, de chaleur, et d'assurance en l'avenir. Diane était exactement le genre de femme dont un homme rêve dans sa jeunesse. Elle était belle, mais sans prétention. Intelligente, mais pas arrogante. Elle était joyeuse, d'une joie de vivre authentique, qu'il est impossible de feindre. Quand nous nous sommes rencontrés, j'avais 26 ans. À l'époque, je commençais tout juste à bâtir ma carrière. Je louais un petit appartement en périphérie de la ville, et je ne pensais à aucune relation sérieuse. Mais elle est entrée dans ma vie, si facilement et si naturellement, que je n'ai même pas eu le temps de prendre peur. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Je me souviens de ce jour, dans les moindres détails. Comment mes mains tremblaient, quand je lui ai passé l'alliance au doigt. Comment elle riait, à travers ses larmes. Comment son père m'a tapé sur l'épaule, en me disant « Prends soin d'elle ». J'ai promis, et j'ai pris soin d'elle, de mon mieux. Du moins, comme je pensais que c'était juste. Je travaillais comme manager, dans une grande entreprise de construction. Le travail n'était pas facile. Les réveils très tôt, les négociations, les déplacements professionnels, les soirées passées sur des rapports. Mais je ne me plaignais pas. J'aimais ressentir que je construisais quelque chose. Pas seulement des maisons et des chantiers, mais aussi notre vie commune. Chaque euro mis de côté, pour notre appartement commun. Chaque vacances, planifiée à l'avance. Chaque dîner, que j'essayais de ne pas manquer, malgré la fatigue. Tout cela faisait partie de ce en quoi je croyais. Avec Diane, nous parlions d'avoir des enfants, de déménager dans un appartement plus spacieux. Nous parlions de la façon dont, d'ici quelques années, nous pourrions voyager sereinement, sans regarder le budget. Ces projets étaient réels. Ou, du moins, c'est ce que je pensais. Diane travaillait comme designer, dans un petit studio. Ses collègues organisaient souvent des soirées, des fêtes d'entreprise, des anniversaires. C'était un milieu créatif, une équipe dynamique. Je n'ai jamais été jaloux. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de la contrôler, ou de lui poser des questions superflues. Je lui faisais une confiance absolue. Pas parce que j'étais naïf, mais parce que j'estimais une chose, la confiance, c'est la base. Sans elle, rien n'a de sens, absolument rien. Ce vendredi-là, tout semblait parfaitement normal. Diane est rentrée du travail, s'est changée, et s'est plantée devant le miroir, avec 2 robes à la main. Laquelle est la mieux, a-t-elle demandé. J'ai regardé, et sans hésiter, j'ai choisi la bleue. Celle qui faisait ressortir ses yeux. Elle a souri, a tournoyé devant le miroir, et a dit qu'elle allait à l'anniversaire de son amie Camille. Je connaissais Camille. Elles étaient amies depuis l'université, et se voyaient régulièrement. Rien d'inhabituel. Diane m'a donné une adresse, quelque part dans un quartier récent, loin de chez nous. Elle a ajouté qu'elle ne rentrerait pas tard, vers 23 heures. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir, je lui ai souhaité de passer une bonne soirée. J'ai fermé la porte derrière elle, et je suis allé dans la cuisine, pour réchauffer mon dîner. La soirée a été calme. J'ai mangé, j'ai regardé un film, que je repoussais depuis longtemps, et j'ai bu un thé. C'était bien, c'était paisible, une vraie soirée tranquille à la maison. Je ne m'attendais à aucun piège. La vie me semblait douce et prévisible. Et c'était cela, comme je le croyais alors, le bonheur. Le téléphone a sonné à 22h30. Le nom de Romain s'est affiché. C'était un collègue, avec qui je travaillais côte à côte, depuis 3 ans. Un type bien, peu bavard, et très fiable. Il n'appelait jamais pour rien. Surtout un vendredi soir. J'ai décroché. Sa voix était étrange. Pas agitée, ni effrayée, mais vraiment étrange. Comme la voix des gens, qui ne veulent pas parler, mais qui savent qu'ils y sont obligés. Il a dit qu'il était en ce moment à une soirée, chez notre ami commun Antoine. Et que Diane était là. Elle n'était pas chez Camille, pour un anniversaire. Elle n'était pas dans ce quartier, dont elle m'avait donné l'adresse. Elle était ici, dans un tout autre endroit. Et près d'elle, il y avait un homme. Romain n'est pas entré dans les détails. Mais sa voix m'en a dit beaucoup plus que ses mots. À la fin,
il a juste prononcé une phrase, « Maxime, viens voir par toi-même. Je pense que tu dois savoir. » J'ai posé le téléphone sur la table. Je suis resté assis, immobile pendant une trentaine de secondes, en fixant un point dans le vide. À l'intérieur de moi, c'était étrangement silencieux. Pas ce silence, qui précède la paix. Mais un autre silence. Celui qui s'installe, juste avant que quelque chose ne s'effondre. Je me suis levé, j'ai mis ma veste, j'ai pris mes clés de voiture, et je suis sorti de l'appartement. Sans me presser, sans pensées inutiles. Je suis simplement sorti, parce que je devais tout voir de mes propres yeux. Parce que cette année de mariage méritait la vérité. Quelle qu'elle puisse être. Je conduisais dans la ville nocturne, et je remarquais à peine la route. Les feux de signalisation, les lampadaires, les rares voitures. Tout cela défilait devant moi, comme les décors d'un film étranger. Je ne roulais pas vite. Je n'étais pas nerveux au volant, et je ne serrais pas le volant à m'en faire blanchir les jointures. Je roulais de manière fluide, mécanique, comme un homme qui accomplit un geste habituel, en mode pilote automatique. Mais au fond de moi, quelque chose avait déjà changé. Ce n'était pas encore de la douleur. Ce n'était pas encore de la colère. C'était juste une sensation nouvelle, une sensation inconnue. Un peu comme l'air qui change, juste avant un orage. On ne voit pas encore les éclairs, mais on sait déjà que l'orage va éclater. L'immeuble indiqué par Romain s'est avéré être une résidence ordinaire de 9 étages, dans un quartier dortoir. Je me suis garé dans la rue d'à côté. Je suis sorti de la voiture, et pendant quelques secondes, je suis resté là, debout sur le trottoir. Il faisait frais. Au loin, un groupe de jeunes riait. Des fenêtres étaient allumées, à différents étages. C'était la vie des autres. Tranquille, et totalement indifférente à ce qui m'arrivait. J'ai pris une grande inspiration, et je me suis dirigé vers le hall de l'immeuble. La porte de l'appartement d'Antoine était entr'ouverte. Une musique s'en échappait. Une musique douce, une musique d'ambiance, tirée de ces playlists qu'on met dans les soirées, juste pour combler les silences. On entendait des rires, le tintement des verres, des bribes de conversation. Une soirée du vendredi tout à fait ordinaire. Rien de spécial, rien d'alarmant, du moins pour ceux qui étaient à l'intérieur. J'ai poussé la porte, et je suis entré. Le couloir était encombré de manteaux sur les cintres. Un des invités s'est glissé près de moi, un verre à la main. Il a lâché un vague « salut » et a continué son chemin. J'ai avancé lentement, vers le fond de l'appartement. J'ai passé la petite cuisine, où plusieurs personnes discutaient avec animation. J'ai ignoré la porte ouverte d'une chambre, et je me suis arrêté sur le seuil du salon. Je l'ai vue immédiatement. Diane était assise sur le canapé, près du mur du fond. Elle portait cette même robe bleue, que je l'avais aidée à choisir, quelques heures plus tôt. À côté d'elle, un homme était assis. Je l'ai reconnu instantanément. Hugo, un ancien camarade de classe de son frère. Nous nous croisions lors des fêtes de famille. Nous nous serrions la main, nous échangions des banalités. De simples connaissances, à la périphérie de nos vies. C'est du moins ce que je pensais. Ils n'étaient pas juste assis l'un à côté de l'autre. Ils se parlaient, comme se parlent des gens qui partagent une véritable histoire. Avec cette intimité libre et détendue, qu'on ne peut absolument pas simuler en une seule soirée. Diane riait. Elle riait vraiment, la tête rejetée en arrière, en couvrant sa bouche de sa main. De la façon dont on rit, seulement quand on est avec quelqu'un de vraiment proche. La main d'Hugo était posée sur son épaule. Calmement, avec assurance, comme s'il était en terrain conquis. Ce n'était pas la main d'un homme, qui vient de franchir un cap. C'était la main d'un homme, pour qui ce geste est déjà une habitude. Je me tenais sur le pas de la porte, et je les regardais. Je ne sais pas combien de temps a passé. Peut-être quelques secondes, peut-être un peu plus. Puis, Diane a senti mon regard, et elle a levé les yeux. Son sourire a disparu instantanément. En une seconde, littéralement, comme l'écran d'un téléphone qui s'éteint. Son visage est devenu blanc. Pas pâle, mais vraiment blanc. Comme cela arrive, quand tout s'effondre à l'intérieur, d'un seul coup. Hugo a suivi son regard, il m'a vu, et il a retiré sa main. Rapidement, instinctivement.
Comme on retire sa main de quelque chose d'interdit. C'est ce geste-là, que j'ai retenu le mieux. Ni son visage à elle, ni la musique, ni les voix des inconnus autour. Seulement ce geste rapide et coupable. Un geste qui contenait tous les aveux, dont j'aurais jamais eu besoin. Je n'ai pas fait un pas en avant. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé, pendant quelques longues secondes, d'un regard calme et direct. Puis je me suis retourné, et je me suis dirigé vers la sortie. Elle a couru derrière moi. J'entendais ses pas dans le couloir. Je l'entendais m'appeler par mon prénom. D'abord doucement, presque dans un murmure, puis plus fort. Dans l'escalier, elle m'a rattrapé, et elle m'a attrapé par le bras. Je me suis arrêté. Pas parce que je voulais l'écouter, mais simplement, je me suis arrêté. Elle parlait vite, de manière confuse. Elle disait que j'avais tout mal compris, qu'ils étaient juste de vieilles connaissances. Qu'il ne se passait rien, que j'étais venu pour rien. Et qu'on devait en parler calmement à la maison, sans témoin autour. Les mots pleuvaient, les uns après les autres. Précipités, brouillons. Ils ressemblaient à ces explications, qu'on invente à la dernière seconde. Je l'écoutais en silence. Je la regardais. Je regardais ce beau visage, que je connaissais par cœur. Ce visage, sur lequel je savais lire chaque émotion. Et je n'ai pas vu le désarroi, d'une personne innocente. J'ai vu la peur, d'une personne qui s'est fait prendre. Quand elle s'est tue, j'ai doucement dégagé mon bras. Je l'ai regardée une dernière fois, sans colère, sans larmes, et sans gestes théâtraux. Et j'ai prononcé une seule phrase. J'ai tout compris, et très bien. Je n'ai rien dit de plus. J'ai descendu les escaliers, je suis sorti dans la rue, je suis monté dans ma voiture, et je suis parti. Elle est restée plantée devant l'immeuble. Je l'ai vue, dans le rétroviseur. Elle se tenait là, et me regardait m'éloigner. La robe bleue, que j'avais choisie moi-même, paraissait presque grise, sous la lumière du lampadaire. Pendant tout le trajet du retour, je n'ai pas allumé la musique. J'ai conduit dans le silence. Et ce silence était déjà différent. Ce n'était plus le silence angoissant, du trajet de l'allée. C'était le silence d'un homme, qui a obtenu la réponse à une question, qu'il avait peur de poser. Est-ce que ça faisait mal? Oui. Mais je n'avais plus peur. Car il n'y a rien de pire que l'inconnu. De retour chez moi, je ne suis pas allé me coucher. Je me suis assis dans la cuisine, et j'ai regardé par la fenêtre sombre. Je ne pensais pas à elle. Ni à Hugo, ni à cette soirée. Je pensais à ce qui allait se passer ensuite. Le téléphone vibrait, encore et encore. Ces messages s'enchaînaient, les uns après les autres. Je ne les ouvrais pas. Je regardais simplement l'écran, comme quelque chose de lointain, qui n'avait déjà plus grande importance. Parce que la décision mûrissait déjà en moi. De manière silencieuse, ferme et irréversible. Et je savais une chose, dès le matin, j'allais agir. Le matin est arrivé, gris et froid. Je n'avais presque pas dormi de la nuit, mais je ne ressentais aucune fatigue. J'étais dans cet étrange état d'éveil aigu, qui survient quand le cerveau tourne à plein régime, et refuse au corps de se détendre. Je me suis levé à 6 heures, comme d'habitude. J'ai pris une douche, j'ai préparé du café, et je me suis assis à table. Pendant la nuit, le téléphone avait accumulé 23 messages de Diane, et 4 appels en absence. J'ai ouvert la conversation. J'ai parcouru le texte des yeux, sans vraiment lire, juste pour en saisir le ton. Des explications, des justifications, des demandes pour parler. Un des messages contenait le mot « s'il te plaît » étiré sur 3 lignes. J'ai fermé la conversation, et j'ai mis le téléphone de côté. Il y avait des émotions, bien sûr. Je ne vais pas prétendre le contraire. Quelque part au fond de moi, vivait encore cette douleur, qui n'est qu'en s'effondre quelque chose, en quoi on a vraiment cru pendant 7 ans. 7 ans, ce n'est pas qu'un chiffre. Ce sont des milliers de petits moments. Des habitudes communes, des discussions matinales, des projets partagés. C'est une partie de soi-même. Et quand tout cela se transforme, en une seule nuit, en un mensonge, ça fait mal. Vraiment mal. Mais j'ai fait le choix conscient, de ne pas laisser cette douleur dicter mes actes. Car je savais,
que si j'agissais sous le coup de la colère, de la rancœur, ou du besoin de tout faire éclater sur le champ, j'allais faire des erreurs. Et dans une telle situation, les erreurs coûtent cher. Il me fallait garder la tête froide, et c'est ce que j'ai fait. À 9 heures du matin, j'ai appelé mon travail, et j'ai prévenu que je prenais une journée de congé sans solde. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai passé 2 heures à étudier des sujets, qui me semblaient jusqu'alors à des années-lumière de ma vie. La procédure de divorce, le partage des biens, les droits des conjoints, la protection financière en cas de séparation. J'ai lu attentivement, j'ai pris des notes, j'ai dressé une liste de questions. À 11 heures, j'avais une liste claire, de ce qu'il fallait faire en priorité. J'ai pris un rendez-vous pour une consultation juridique, le jour même. J'ai trouvé un avocat, grâce aux recommandations d'un ami, qui avait traversé une situation similaire, quelques années auparavant. L'avocat m'a reçu dans l'après-midi. Le bureau était petit, austère, sans détails superflus. C'est exactement le genre de cadre, où l'on parle d'affaires sérieuses. J'ai exposé la situation brièvement. De manière factuelle, sans émotion, et sans détails inutiles. L'avocat m'a écouté attentivement. Il prenait parfois des notes, et il ne m'a pas interrompu. Quand j'ai eu terminé, il m'a posé quelques questions précises. Quand le mariage a-t-il été célébré? Quels biens ont été acquis en commun? Y a-t-il des crédits conjoints? Au nom de qui est l'appartement? J'ai répondu avec précision. Heureusement, j'ai toujours gardé mes papiers en ordre, et je savais à peu près ce que nous possédions, et comment c'était déclaré. L'avocat m'a expliqué la situation calmement, et sans fioriture. Il m'a dit ce qui serait partagé selon la loi, comment je pouvais me protéger, et quelle démarche entreprendre, avant même le dépôt de la requête, pour ne pas me retrouver en position de faiblesse. Il n'a pas joué sur la pitié, il n'a pas noirci le tableau. Il m'a simplement donné un plan d'action. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Dès le lendemain, j'ai commencé à suivre mon plan. Première étape, les finances. J'ai ouvert un compte personnel séparé, dans ma banque. J'y ai transféré les fonds, que j'avais personnellement accumulés avant le mariage, et pour lesquels j'avais des preuves écrites. Des anciens relevés, et le contrat d'un compte épargne, que j'avais ouvert bien avant notre mariage. Tout a été fait dans le strict respect de la loi, avec les justificatifs nécessaires. L'avocat m'avait prévenu de ne pas me précipiter. De ne pas faire de mouvements brusques, avec l'argent commun. Seulement ce qui est légal et justifié. J'ai suivi ce conseil à la lettre. Ensuite, je me suis occupé des papiers. J'ai sorti des tiroirs, tout ce qui s'était accumulé en 7 ans. Les actes de propriété, les factures, les certificats, les contrats d'assurance, les relevés bancaires. J'ai tout étalé sur la table. J'ai classé, et j'ai fait faire des copies certifiées conformes, des documents les plus importants. Cela m'a pris presque toute la journée. Un travail minutieux, silencieux, qui ressemblait à un inventaire. L'inventaire de ma propre vie. Le 3e jour, j'ai appelé mon beau-père. Ce fut, sans doute, l'appel le plus difficile de tout ce que j'ai dû passer. Je respectais vraiment cet homme, et pas seulement par politesse. Il m'avait toujours paru honnête, et direct. Il faisait partie de ces gens de la vieille école, pour qui la parole donnait un sens. Lui parler de ce qui s'était passé, c'était vraiment désagréable. Pas parce que je craignais sa réaction, mais parce que j'étais triste, de briser sa vision du monde. Je l'ai appelé le soir. J'ai parlé calmement, sans accusation, sans entrer dans les détails. Je lui ai juste donné les faits. Je lui ai dit que j'avais pris la décision de divorcer, que cette décision était définitive, et que désormais, tout échange passerait par les avocats. Je lui ai demandé de ne pas faire pression sur moi, via nos amis communs, et de ne pas essayer d'organiser de rencontres, sans mon accord. J'ai dit tout cela sans colère. Juste comme un état de fait. Il est resté silencieux longtemps, plus longtemps que je ne le pensais. Puis, il a pris la parole doucement, avec une intonation lourde, où se mêlaient la honte et la fatigue. Pardonne-moi, Maxime. Tu es un homme bien. Pardonne-moi, je ne m'attendais pas à ça. Je me suis tu quelques secondes. Puis j'ai dit. Je ne vous en veux pas. C'est juste la fin. Et j'ai mis fin à l'appel. Diane est apparue à l'appartement, le 4e jour.
Elle a sonné à la porte. Elle avait les clés, mais elle a sonné, comme si elle sentait déjà que quelque chose avait changé de façon irréversible. J'ai ouvert, nous sommes allés dans la cuisine, et nous nous sommes assis à table. Elle a recommencé à parler. Elle a parlé d'une erreur. Elle a dit que c'était la seule et unique fois qu'elle ne comprenait pas comment c'était arrivé. Qu'elle n'aimait que moi, et qu'elle m'avait toujours aimé. Sa voix se brisait, ses yeux étaient rouges. Je l'ai écoutée, je ne l'ai pas coupée. Je n'ai pas grimacé, je n'ai pas affiché une froideur intentionnelle. J'ai simplement écouté jusqu'au bout, jusqu'au dernier mot. Quand elle a fini de parler, je me suis levé, je suis allé vers l'étagère, et j'ai pris le dossier que j'avais préparé à l'avance. Je l'ai posé sur la table, devant elle. Sans faire de bruit, avec soin. À l'intérieur, se trouvaient les papiers du divorce. Ils étaient déjà remplis, déjà validés par l'avocat, et prêts à être déposés. Voici tout ce que tu dois examiner, ai-je dit d'une voix neutre. Tu peux prendre ton temps. Tu peux consulter ton propre avocat. Mais ma décision est définitive. Elle a regardé le dossier, comme on regarde une chose qu'on ne veut pas voir, mais dont on ne peut pas détacher les yeux. Puis, elle a levé les yeux vers moi. Et, à ce moment précis, je crois qu'elle a enfin compris. Devant elle, il n'y avait pas un mari perdu et brisé, qui attendait des explications. Devant elle, il y avait un homme, qui avait déjà traversé la douleur. Un homme qui avait déjà pris sa décision, et qui avait déjà entamé les démarches. Un homme que des mots ne pouvaient plus arrêter. Elle est partie, en emportant le dossier avec elle. J'ai fermé la porte derrière elle, je suis retourné dans la cuisine, et je me suis versé un café. Dehors, le soir commençait à tomber. Il y aurait encore beaucoup de journées difficiles devant moi. J'en étais conscient. Mais le plus important était déjà fait. Je n'ai pas craqué, je n'ai pas fait de bêtises, et je ne me suis pas abaissé à la vengeance, dans son sens le plus bas et destructeur. J'avais choisi une autre voie. Une voie difficile, mais digne. Et grâce à cette décision, je me sentais plus léger, que je ne l'aurais cru. 4 mois. C'est le temps qu'a duré le divorce, depuis la première requête, jusqu'au jugement définitif. 4 mois. Ce n'est pas grand-chose, à l'échelle d'une vie. Mais à l'intérieur de chacun de ces mois, il s'est passé tellement de choses, que j'avais parfois l'impression qu'une année entière s'était écoulée. Les audiences au tribunal, la paperasse, les appels de l'avocat, les négociations sur le patrimoine. Les rencontres fortuites avec des connaissances communes, qui ne savaient pas comment se comporter, ni où regarder. Tout cela était épuisant. Pas physiquement, mais intérieurement. C'était cette fatigue de fond, qui s'accumule, quand on se contrôle pendant très longtemps. Diane a essayé plusieurs fois, de faire traîner la procédure. D'abord, en me demandant de faire une pause, et de réfléchir. Je n'ai pas réagi. Ensuite, par l'intermédiaire d'amis communs. Il m'appelait pour me tenir des discours prudents, me disant que tout peut arriver, et qu'il ne fallait peut-être pas agir sur un coup de tête. J'écoutais poliment, et je mettais fin à la conversation. Une fois, elle a demandé à me voir en personne, via son ami. J'ai refusé, et j'ai fait transmettre un message, toutes les questions devaient être réglées par les avocats. Ce n'était pas par cruauté. C'était simplement parce que je savais une chose, chaque discussion de ce genre, serait une tentative de me ramener vers cet état de confusion et de douleur, dont je m'étais déjà extirpé. Et je n'avais aucune intention d'y retourner. Mon avocat a travaillé de manière propre et méthodique. Le partage des biens s'est fait dans le strict respect de la loi. Sans scandale, sans accusation mutuelle devant le juge. Sans cette boue, que certains couples se jettent à la figure lors des audiences, en s'humiliant devant des inconnus. J'ai délibérément évité cela. Pas parce que je n'avais rien à lui reprocher. Mais parce que j'avais compris une chose fondamentale, humilier publiquement quelqu'un d'autre, c'est avant tout s'humilier soi-même. Je voulais sortir de cette histoire avec dignité, et c'est ce que j'ai fait. Le jour où le tribunal a rendu son jugement définitif, j'étais assis dans ma voiture, sur le parking du palais de justice. Je regardais simplement à travers le pare-brise. Il n'y avait ni triomphe, ni soulagement. Du moins, pas dans l'immédiat. C'était une étrange sensation d'achèvement. Comme si j'avais passé un long moment à lire un livre très lourd, que j'avais tourné la dernière page, et fermé la couverture.
C'était terminé. Cette histoire était close. J'ai loué un nouvel appartement, une semaine après le jugement. Un petit 2 pièces, au 4e étage. Les fenêtres donnaient sur une cour, plantée de quelques vieux platanes. Rien d'exceptionnel, mais c'était mon chez-moi. J'ai déménagé mes affaires en une seule journée. J'ai tout rangé à sa place. J'ai acheté une nouvelle machine à café, celle dont j'avais envie depuis longtemps, mais que je repoussais toujours à plus tard. Le premier soir, j'ai préparé un café, et je me suis assis près de la fenêtre. Je regardais les enfants des autres jouer dans la cour. Je regardais les branches des platanes se balancer au vent, et les lumières s'éteindre peu à peu dans les fenêtres voisines. C'était calme. Un bon silence. Pas le silence pesant de la solitude, mais le silence d'un homme qui, enfin, se retrouve dans un espace, où il n'a plus rien à prouver à personne. J'étais assis, et je sentais qu'un poids glissait lentement de mes épaules. Un poids qui s'était accumulé, non seulement au cours des derniers mois, mais sûrement depuis bien plus longtemps. Le genre de fardeau que l'on porte depuis si longtemps, qu'on finit par ne plus le remarquer. Environ 6 mois plus tard, des nouvelles de Diane et Hugo me sont parvenues, via une connaissance commune. Ils s'étaient séparés rapidement. C'était une rupture laide, remplie de reproches mutuels. Romain, celui-là même qui m'avait appelé cette nuit-là, m'en a parlé en passant. Il s'attendait visiblement à une réaction de ma part. J'ai écouté, j'ai hoché la tête, et j'ai changé de sujet. Ce n'était pas pour faire semblant d'être indifférent. C'était parce que je l'étais, très sincèrement. À ce stade, cette histoire prenait autant de place dans ma vie, qu'une vieille facture au fond d'un tiroir. Elle existe, mais elle ne vous concerne plus du tout. Pendant ces 6 mois, j'ai accompli des choses pour lesquelles, pendant des années, je ne trouvais ni le temps, ni l'énergie. Je me suis inscrit à une formation en gestion de projet. J'en avais envie depuis longtemps, mais je repoussais toujours. J'ai recommencé à lire. D'abord un livre par mois, puis davantage. J'ai repris le sport. Pas des entraînements épuisants, en guise de punition. Mais de simples footings le matin, qui sont progressivement devenus mon moment préféré de la journée. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai recommencé à remarquer des choses, qui m'échappaient auparavant. Le goût d'un bon petit déjeuner. Les conversations avec des gens intéressants. Les soirées tranquilles, avec un livre. Au travail, on m'a confié un nouveau projet. Un projet complexe, de grande envergure, le genre de mission qui exige une implication totale. Je m'y suis plongé à corps perdu, et j'ai réalisé que je ressentais à nouveau, cette passion professionnelle, qui avait disparu pendant les dernières années de mon mariage. Mes collègues ont remarqué le changement. Plusieurs d'entre eux m'ont dit que j'avais l'air différent. Que j'avais l'air mieux, plus concentré. Je n'ai pas cherché à leur expliquer pourquoi. Il y a eu des jours difficiles, bien sûr. Je ne vais pas prétendre que tout a été lisse et lumineux. Parfois, tard le soir, je ressentais une vague de mélancolie. Pas envers Diane, en particulier. Mais envers cette image de la vie, en laquelle je croyais. La mélancolie du foyer, des projets à deux, et de cette certitude du lendemain, qui s'était évaporée en une nuit. C'est normal. Je m'autorisais à ressentir ces émotions, puis je les laissais partir. Sans m'auto-flageller, sans rejouer le passé en boucle, sans me demander pourquoi je n'avais rien vu venir. Je ressentais les choses, tout simplement, et je continuais d'avancer. Parce qu'aller de l'avant, c'est la seule chose qui fonctionne vraiment. Je pense souvent à cette nuit. Au moment où je conduisais dans la ville sombre, sans savoir encore ce que j'allais découvrir. Au silence dans la voiture, sur le chemin du retour. À la cuisine, où je suis resté jusqu'à l'aube, à recoller les morceaux de moi-même. Je ne regrette pas d'avoir découvert la vérité, même avec la manière dont elle m'a frappé. La vérité, quelle qu'elle soit, vaut toujours mieux qu'un beau mensonge. On peut travailler avec la vérité. On peut construire sur la vérité. Le mensonge, lui, ne fait que détruire. Lentement, de manière invisible, de l'intérieur. La leçon la plus importante que j'ai tirée de ces mois, semble très simple. Mais j'ai eu du mal à l'apprendre. La dignité, ce n'est pas ce que les autres vous accordent. C'est ce que vous parvenez à préserver vous-même. Surtout dans ces moments-là, où c'est le plus difficile. Quand vous avez envie de hurler, vous vous taisez et vous agissez.
Quand vous avez envie de tout casser, vous construisez. Quand vous avez envie de vous rabaisser au niveau des autres, vous choisissez le vôtre. Mon silence de cette nuit-là n'était pas un signe de faiblesse. C'était un commencement. Le début de mon chemin, pour revenir vers moi-même. Vers ma propre vie. Vers l'homme que je voulais être. Et, comme je l'ai découvert, vers l'homme que j'étais toujours. J'avais juste oublié qui j'étais, pendant un certain temps. Maintenant, je m'en souviens.